Je voudrais simplement préciser une chose. Monsieur Châtelet rappelait tout à l'heure qu'il y avait énormément de gamets au XVIIIe, XIXe siècle. Il n'était pas appelé gamet, on l'appelait le gros noir. Il y en avait dans toute la vallée de la Loire, il y en avait dans la vallée de la Seine. L'une des plus grosses communes viticoles avant le phylloxéra, c'est-à-dire vers 1850, était Argenteuil. Argenteuil, sur 1500 hectares, comptait 1200 hectares de vignes. Et ces vignes étaient enrichies par les boues et vidanges urbaines qu'on apportait de Paris sur des barques. Et alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'un petit peu avant, donc au Moyen-Âge, si vous voulez, et encore jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, les cépages étaient qualifiés par leur aspect. On parlait pour le pinot, on ne disait jamais le pinot, on parlait du noirien, parce que le grain était noir. Ou on parlait du morillon, parce qu'il était basané comme un arabe. Il y a déjà, d'ailleurs, le faciès. Le merlot, par exemple, le merlot tirait son nom du merle, de l'oiseau noir, etc., etc. C'est en fait le comte Audard, grand propriétaire de Touraine et empélographe distingué, en relation avec des dizaines de correspondants dans l'Europe entière, et même déjà aux États-Unis, qui a le premier introduit des noms beaucoup plus techniques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ceux que vous indiquez en ce moment, le Gara noir, le Gamaret, sont plus parlants que le gros noir, il faut bien le reconnaître. Ouais, en fait, les cépages, le Gamay notamment, avaient des dizaines de synonymes. Dans l'opélographie Vermorel, il y a 40 pages consacrées au Gamay. 45 pages, je crois même, et il cite toutes les synonymies, et selon les régions, les variétés étaient nommées différemment, et selon les pays également. Voilà. Donc, ce qui crée des confusions et que l'empélographie moléculaire permet de résoudre. Je vais juste, moi, j'ai oublié de le faire en introduction, donc je vais le faire en conclusion, c'est remercier l'Académie et tous ses membres pour nous avoir permis de faire cette présentation. Et donc, c'est vrai que pour nous, l'héritage Vermorel est très important, et ce colloque, cet automne Vermorel, ça permet de mieux savoir d'où on vient pour mieux envisager l'avenir. Donc c'est très intéressant, et je trouve ce colloque passionnant. Voilà. Donc merci principalement à Michel, mais à tous les membres de l'Académie pour avoir organisé ce colloque. Bien, précisément, l'Académie offre à chaque intervenant un magnum de Beaujolais, alors du château de l'Éclair, vous ne serez pas étonnés, mais avec une étiquette à l'effigie du colloque Vermorel, étiquette qui a été conçue par notre collègue Philippe Branche. Et nous offrons également à chaque intervenant les 2 livres qui ont été imprimés à cette occasion. Attendez, excusez-moi, je me mélange un peu dans les... Non, si, ça c'est... Voilà, Despériers et Châtelet. Pardon, Châtelet, voilà. Et voilà les 2 livres. Merci. Monsieur Garrier, vous n'êtes pas soumis au régime sec, mais Michel Rougier m'a dit qu'il se chargeait personnellement de vous offrir du vin. Il faut que je le mérite. Oui, voilà. Je mérite mon magnum, alors je vais encore travailler. Voilà, tout à l'heure. Alors, travailler... Juste rajouter que sur les conférenciers ont la chance, puisque le millésime 2015 a été extraordinaire en Beaujolais, et que c'est le millésime 2015 qui est dans les flacons. Donc c'est la suite de la réussite Vermorel. Voilà. Bien. Bon, eh bien, travailler pour moi consiste donc à annoncer la communication à venir. Elle va être faite par un de mes anciens étudiants lyonnais, ce qui me rajeunit. C'est également d'une bonne quarantaine d'années, et c'est également agréable. Donc, Lucien Béatrix, pour nous parler de Victor Vermorel, le patron. Voilà, Lucien, je ne sais pas où tu... Ah ben voilà. Alors, les orateurs précédents ont récupéré 5 minutes de temps. Si tu peux en faire autant, ça sera encore
un objet de gratitude de ma part. Ça nous permettrait surtout de marquer une pause après l'exposé et les questions. Hein? Donc tu en profiterais comme tout le monde. Bon, tu as la parole. J'attendais que ça démarre. Ah, c'est vrai. D'autres intervenants ont évoqué ou évoqueront la vie de Victor Vermorel et ses multiples talents. Nous nous intéresserons à son comportement en tant que patron, notamment lors de la grève générale en 1905. Victor Vermorel est un entrepreneur moderne. Très tôt, il comprend que la recherche est le moteur de l'innovation. Il diffuse dans le monde agricole de nombreuses brochures pour vulgariser les résultats des travaux et expérimentations qu'il mène avec l'équipe scientifique de l'Institut. À l'affût des nouveautés, à l'écoute du marché et prêt à s'emparer des opportunités techniques et commerciales, il sait diversifier ses produits et en même temps que les outils qu'il propose, il fournit les produits de traitement qu'il faut renouveler chaque année. Il a saisi la nécessité de se faire connaître. Il participe d'abord aux foires expositions voisines, à Bourg, Mâcon, Roanne, où il collectionne des prix ou des médailles qui font sa notoriété. Il fait de la publicité pour ses produits dans le journal local. Il en publie aussi dans la Gazette du Village, journal républicain et agricole, qui paraît le dimanche et qui est diffusé nationalement dans les campagnes. Il cultive les relations publiques en France, mais aussi à l'étranger, ce qui lui ouvrira des débouchés pour ses produits bien au-delà de nos frontières. Produits qu'il a pris la précaution de protéger de la concurrence par le dépôt de très nombreux brevets qui lui assurent une position quasi dominante sur le marché. Il vend également des produits pour lesquels il a obtenu l'exclusivité. Dans son ouvrage « 18 leçons sur la société industrielle » paru en 1962, Raymond Aron analysait les aspects déterminants de l'attitude des acteurs économiques, l'esprit de science et de technique, l'esprit de calcul économique, le goût de la progression, du changement, de l'innovation, attitude conditionnée aussi par des facteurs tels que le capital disponible, l'esprit d'entreprise, le type d'éducation qui suscite l'esprit de science, la volonté de développer les connaissances et de les appliquer à l'industrie. Victor Vermorel possédait incontestablement l'attitude et les qualités d'un chef d'entreprise moderne qui lui ont permis de développer son industrie. C'était un chef d'entreprise du XXe siècle. Cependant, l'attitude de la direction de l'entreprise Vermorel pendant la grande grève de 1905 conduit à s'interroger. Quel patron Victor Vermorel était-il ? En progressant dans mes recherches, il m'est apparu que la bonne question devait être plutôt « quel patron au pluriel Victor et Georgette Vermorel était-il ?» tant la direction était exercée dans les faits en duo par les deux époux. Louis Chasset, proche collaborateur et ami du couple, écrivait en août 1932 « La direction résidait dans deux cerveaux. Pour preuve, la plaque apposée sur le mur de l'usine qui se trouve encore dans les sous-sols de la Maison des Roches. Cette plaque mentionne établissement fondé par Victor et Georgette Vermorel. Lorsque Georgette disparaît début septembre 1929, le journal de Villefranche du jeudi 12 septembre 1929 relate ses funérailles, suivies par 3000 personnes, et lui rend hommage en ces termes. C'était une femme de premier plan, une collaboratrice énergique pour les établissements Vermorel, où elle jouait un rôle prépondérant dans la direction. Chasset précise,
Victor Vermorel a toute sa liberté car il sait, lorsqu'il s'absente, qu'il reste un chef à la maison et qu'il trouvera un conseil dans les moments difficiles et d'hésitation. Dans la répartition des rôles au sein de l'entreprise, Victor a laissé la direction du fonctionnement journalier de l'usine avec les pleins pouvoirs à son épouse, présente physiquement chaque jour. Elle a la haute main sur la comptabilité et toutes les opérations financières. Georgette a son bureau à l'usine et lorsqu'elle est en cure à Vichy, elle exige qu'on lui envoie 4 courriers quotidiens faisant le point détaillé sur la marche de l'entreprise. Il est vrai que les multiples activités et déplacements de Victor le tenaient souvent éloigné de Villefranche. Il participait à de très nombreuses foires ou expositions tant en France qu'à l'étranger, où il reçoit d'innombrables récompenses. Il donnait également des conférences. Ses mandats électoraux successifs au plan local, départemental puis national l'ont aussi beaucoup retenu hors de son entreprise. Cette répartition des rôles est patente. En avril 1895, Le Peuple, journal socialiste quotidien de Lyon, relate un conflit aux établissements Vermorel. Les 3 ouvriers, constitués en délégation, se rendirent auprès du contremaître qui en parla au patron. Mais comme dans cette usine, c'est la patronne qui commande, 3 points de suspension. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé en 1905, il faut évoquer le contexte historique et social de l'époque. À la fin du XIXe siècle, les usines concentrent un personnel nombreux et les rapports avec le patron ont tendance à devenir plus lointains et impersonnels. Les dernières années du XIXe siècle voient une montée des grèves et une organisation progressive des syndicats, autorisée depuis 1884 par la loi Waldeck-Rousseau. La CGT est créée en 1895 lors de son congrès constitutif à Limoges. L'année précédente, à Villefranche, la chambre syndicale des ouvriers en filature avait été constituée par Manessier du syndicat des fileurs. Les militants influencés par les idées anarchistes qui dominent la jeune CGT prônent l'action directe, la grève générale pour transformer la société et se méfient des partis politiques. En 1896, apparaît l'Union syndicale des ouvriers teinturiers de Villefranche. En 1903, la première organisation interprofessionnelle caladoise est créée, l'Union des syndicats ouvriers caladois dont Manessier est le secrétaire. Le climat social à cette époque est difficile. En cas de conflit qui se traduit par l'arrêt du travail, ce sont 2 logiques qui s'affrontent. D'une part, celle des salariés, désireux d'améliorer leurs conditions de travail et leur salaire. D'autre part, celle du patron, qui prétend exercer l'autorité du propriétaire et qui défend son investissement. Il veut maintenir le fonctionnement pour ne pas perdre des marchés et dégager des profits pour rembourser les emprunts contractés, pour moderniser et agrandir les installations et les outils de production. La grève signifie pour lui une perte de production, un manque à gagner, mais la grève est à très haut risque pour le salarié qui risque la perte de salaire et parfois le licenciement. En décembre 1892, une loi sur la conciliation et l'arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés est votée. Mais elle n'est alors que facultative. Elle ne deviendra obligatoire qu'en décembre 1936. Il faudra attendre le 25 mars 1936